Και περνάμε αμέσως στην επόμενη, η οποία αφορά τη νέα γεωπολιτική της θρησκείας. Παρακαλώ τους δύο ομιλητές να έρθουν, καθώς δυστυχώς ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άνθιμος δεν μπορεί να είναι μαζί μας, γιατί είχε ένα μικρό ατύχημα και χρειάστηκε να πάει στην Αθήνα για κάποια εγχείρηση. Βέβαια, ακούσαμε στην αρχή το μήνυμά του, επομένως έχουμε μια γεύση από τις σκέψεις του και αυτό μας επιτρέπει να συντομεύσουμε λίγο αυτή την συνεδρία για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τους χρόνους, γιατί ξεφύγαμε λιγάκι σε αυτήν. Άρα παρακαλώ τον Ζωζέφ Χρυσοστάλης είναι εδώ και ο κύριος Μαϊλά. Bon, alors on commence tout de suite. Donc la nouvelle géopolitique de religion, nous avons Joseph Maïla, qui est à la fois un professeur spécialiste de la géopolitique, grand connaisseur des questions religieuses et avec une expérience diplomatique aussi importante, puisqu'il a dirigé le CAPS au ministère des Affaires étrangères. Et Alexis Chrysostalis, qui combine plusieurs compétences et talents entre la musique jusqu'à la théologie. Alors donc, la nouvelle géopolitique des religions, comme nous avons déjà vu, nous avions organisé ici, il y a plus de 10 ans, le colloque sur le conflit des civilisations avec Michel et d'autres collègues. À l'époque, cela se faisait dans le cadre d'une revue qui s'appelait Anatolie et qui était encore une fois une initiative de collègues franco-grecs et franco-turcs. Et donc, à l'époque, on avait aussi quelques collègues turcs qui étaient avec nous. Et l'idée, c'était de réévaluer la grande thèse de Huntington sur le conflit des civilisations, interprété souvent comme conflit des religions. Alors, donc, cette thèse n'a pas été confirmée dans le sens où nous n'avons pas de bloc religieux qui se confrontent, mais le débat qu'il a ouvert a été extrêmement utile parce qu'il a permis de réintroduire la thématique de la culture dans les débats sur les relations internationales, sur la géopolitique. Or, mais cette séance est différente parce que maintenant la question n'est pas tellement s'il y a des ensembles religieux qui vont se confronter ou pas se confronter, quelles les relations, etc. C'est-à-dire nous ne visons pas tellement les populations, nous visons plutôt les dirigeants, les élites. Comment est-ce que certains dirigeants utilisent le thème religieux pour leurs objectifs géopolitiques? D'ailleurs, ce que nous avons vu, c'est que par rapport à la thèse de Huntington, les conflits ne sont pas tellement entre des religions différentes, mais c'est plutôt à l'intérieur des religions. Pourquoi? Parce que justement, il y a des élites, il y a des dirigeants qui se disputent pour le leadership de leur propre camp. Donc on se déplace un peu du débat de Huntington qui voyait des ensembles de populations et on se déplace vers le rôle d'élites ou vers le rôle d'entrepreneurs géopolitiques qui s'emparent du thème religieux pour leurs propres objectifs. Et là, pour notre région, il y a bien sûr un exemple qui est très actuel parce qu'on le voit de plus en plus depuis l'invasion de l'Ukraine, de la Russie en Ukraine, enfin qui a commencé un peu plus tôt, c'est-à-dire justement
l'utilisation du thème de l'orthodoxie par la Russie comme un instrument de propagande qu'on a, en fait, c'est comme si la Russie reprend la tradition de l'Union soviétique, mais étant donné que le contenu idéologique de l'Union soviétique, c'est-à-dire le communisme, est usé, elle a besoin d'autre chose et donc nous avons cette utilisation de la confession orthodoxe. Donc, on va discuter de ça avec Alexis, mais il faut étendre cette discussion du point de vue géographique et thématique, plus généralement dans le monde chrétien de la région, dans le monde chrétien du Moyen-Orient et de l'Afrique. Joseph Maïla est un grand expert de ces questions. Nous sommes donc dans un contexte, je pourrais dire, oriental, où il y a l'islam, il y a le christianisme sous ses différentes formes, il y a le judaïsme aussi. Et partout, on voit que cette matière première, d'une certaine manière, de la géopolitique, qui est la religion, est réutilisée de manière qui souvent devient extrêmement violente, extrêmement lourde. Bien, alors on va commencer peut-être avec Alexis, et ensuite étendre plus sur le plan géographique. Merci beaucoup. Alors je remercie à mon tour Michel Fouché et Georges Prévelakis pour l'invitation. Et si je me permets, je les félicite aussi parce qu'ils accordent une importance au rôle de la religion dans la politique, même considérée seulement au plan politique. La religion joue un rôle très important, trop important pour ne pas en tenir compte. Et très souvent, on voit des analyses qui n'en tiennent pas compte et qui sont erronées très souvent à cause de ça et que l'histoire dément après et tout à fait. Alors, je voulais insister sur le fait que, puisque je vais me limiter, si vous voulez, à l'Église et l'Église orthodoxe en particulier, et les problèmes internes qu'il y a pu avoir, ou l'utilisation qui est faite de l'Église orthodoxe à des fins politiques. Et je voulais commencer cette intervention en rappelant que l'Église a ses propres règles et qu'à chaque fois qu'elles sont enfreintes, cela se tourne toujours contre l'Église. Alors, c'est un point qu'oublient souvent, que ne connaissent même pas très souvent les politiciens, mais que souvent même des hommes d'Église oublient et ça se retourne contre eux, mais ils pensent que c'est comme ça. Et je voulais dire donc que ce sont deux chemins, si vous voulez, deux champs complètement différents. Et en même temps, ce matin, en écoutant avec beaucoup d'attention Pascal Hauser et Niki Aloupi, ils ont dit toutes les deux des phrases qui, quand même, ont un rapport avec ça. Alors, je prends au hasard un peu, mais l'amiral Hauser a dit « il n'y a plus d'ordre dans le monde ». Et j'allais dire que dans l'Église orthodoxe vu un peu au plan international, il se passe un peu la même chose. Alors, évidemment, et Niki a dit « le droit international favorise l'anarchie », enfin, dans un certain sens. Et je dirais que la liberté est surtout cette idée que, comment dire, on se fonde sur la liberté de l'autre et sur sa liberté d'accepter ou pas une règle pour résoudre la règle, je dirais, internationale. Elle est valable aussi ici et malheureusement, il n'y a pas de moyen pour imposer, encore plus qu'on est dans l'Église et il y a normalement, les conséquences ne peuvent être que morales et spirituelles et pas autres. Alors, je vais peut-être dire deux mots sur la manière dont l'Église orthodoxe est organisée aujourd'hui dans le monde, très vite, juste pour rappeler le cadre. L'Église orthodoxe, comme nous le savons tous, est organisée en Église autocéphale, comme on dit, c'est-à-dire elles ont toutes un primat qu'elles élisent elles-mêmes, celles qui sont reconnues comme églises autocéphales. Il y avait dans l'Antiquité déjà 5 églises, une est coupée, celle de Rome, qui a une histoire à part, puis les 4 qui sont restés, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. Puis au fur et à mesure que le temps avançait, et la politique aussi, on a accordé l'autocéphalie à la Russie, à la Serbie, tous les pays balkans que vous connaissez.
Chypre, bien sûr, qui était une église très ancienne, la Grèce, etc. On se retrouve donc avec une multitude d'églises qui existent, dont chacune exerce son pouvoir spirituel et canonique, on dit en termes d'église, sur un territoire bien précis. Alors, il y a deux problèmes à ça. D'abord qu'il y a des terres qui n'étaient pas prévues pour l'Église orthodoxe parce que c'était des terres qui appartenaient à l'origine à d'autres églises qui n'ont pas suivi dans l'histoire cette histoire. Et sur la même histoire, en particulier l'Église de Rome, évidemment. Donc tout ce qui est Europe occidentale échappait à cette organisation. Et puis évidemment, tout ce qui, depuis l'Antiquité, est devenu un monde nouveau. L'Amérique, l'Australie, etc. Donc là, il y a ce qu'on appelle les pays de la diaspora, c'est-à-dire des orthodoxes sont arrivés, chacun avec sa propre tradition, les Grecs d'un côté, les Russes, les Arabes, etc. Et chacun fonde une église sans avoir une autorité locale responsable de tous. Ça crée déjà une mosaïque et un grand problème, et un problème de coordination évidemment, et des problèmes de tension qui va finir par contrôler le territoire nouveau, si vous voulez, même au plan ecclésiastique et moral. Puis il y a des problèmes, évidemment, autres qui sont plus graves, je crois, comme le cas qu'on va regarder ensemble, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'un territoire qui est reconnu comme autocéphale, et donc les autres, normalement, n'ont pas leur mot à dire, au plan canonique et disciplinaire, j'allais dire, une autre église intervient à des fins politiques très clairement, ici on va voir, et crée des problèmes qui sont très difficiles à résoudre, surtout quand les moyens du côté de l'assaillant sont les moyens mis en pratique sont extrêmement importants. Alors, après avoir dit ça, je prendrai à la demande de Georges l'exemple de la situation en Afrique, situation de l'Église orthodoxe. Alors, l'Église orthodoxe, on a dit, il y avait le patriarcat d'Alexandrie. Alexandrie, pour le monde ancien, c'est l'Égypte à peu près. Mais à partir d'un moment, on a accordé au patriarche d'Alexandrie la primauté sur l'ensemble du continent africain. Cela fonctionnait très bien. Ça veut dire que même si on est grec, russe, serbe, etc., on va sur place, on dépend de l'Église qui est sur place. La langue peut changer, les traditions comme vous voulez, mais l'évêque du lieu et le synode est le synode local. Alors, le dédoublement donc de la présence militaire russe à partir d'un moment se fait par un réseau religieux qui s'installe et dont l'occasion est donnée par l'Ukraine, par le problème de l'Ukraine. Donc vous voyez comment on s'étend et comment la question ukrainienne peut avoir des conséquences qui dépassent de loin au plan géographique ce territoire. On le sait peut-être, l'Église de Constantinople, qui a la primauté parmi les églises orthodoxes, a accordé en 2019 à l'Église d'Ukraine, une église en Ukraine, certains orthodoxes, l'autocéphalie. Ça n'a pas plu au patriarcat de Moscou, c'est normal, j'allais dire, qui était responsable de cette ère pendant des siècles, mais de manière provisoire, alors que le provisoire dans l'Église peut être très long. Hein, c'est le temps, voilà. Et la notion du temps n'est pas du tout la même. Mais quand même, alors, le patriarcat de Constantinople décide d'accorder l'autocéphalie à cette nouvelle église. Moscou réagit et coupe la communion, comme on dit en termes ecclésiastiques, avec toutes les églises, d'abord avec Constantinople, et toutes les églises qui reconnaissent cette nouvelle église comme une église autocéphale. Alors, le résultat est que, comme le patriarcat d'Alexandrie, qui en très grande partie est hellénophone, et nourri de l'aide aussi de l'État grec, il faut le dire, mais à des fins missionnaires, ça il faut dire en tout cas ces dernières décennies, et se trouve donc obligé par les canons, j'allais dire, de reconnaître aussi l'autocéphalie d'Ukraine, comme d'autres églises, et donc, l'occasion est trop belle pour ne pas la saisir, on va créer un réseau parallèle d'églises orthodoxes en Afrique, puisqu'on considère que cette église d'Alexandrie n'est plus
dans la communion, puisqu'on coupe la communion. Donc il n'y a plus d'église orthodoxe sur place, donc il faut créer une autre église qui serait, elle, la bonne. Et on se trouve donc dans une situation d'une série de créations et d'interventions que notre ami Jean-François Colosimo appelait un soft power, c'est-à-dire une manière de dédoubler la présence militaire et politique de Russie, qui, comme on le sait, s'accroît beaucoup en Afrique, par des paroisses orthodoxes qui sont créées, et donc avec une hiérarchie qui s'installe peu à peu, et avec tout un réseau donc qui vient soutenir au plan social ce qui se fait par ailleurs au plan militaire. Alors je me suis beaucoup inspiré, pour vous dire tout ça, par un article paru dans le journal La Croix le 29 mai dernier, qui s'appelait « Afrique, l'offensive orthodoxe du Kremlin », qui est un article que je vous invite à lire parce qu'il est vraiment très bien argumenté et documenté. Et il parle d'un sommet qu'a eu en 2023, en juillet 2023, à Saint-Pétersbourg, en présence de Vladimir Poutine et du patriarche Cyril. Alors, le patriarche de Moscou et de toute la Russie s'est adressé là à plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains qui étaient là, et il leur a parlé comme un ami. Et on voit bien, là je fais la citation, le patriarche dit « La Russie n'a jamais regardé le continent africain comme un espace dont elle pourrait profiter ou qu'elle pourrait coloniser. Elle ne s'est jamais adressée au peuple africain avec condescendance, n'a pas employé avec eux le langage de la supériorité ou de la force, et le patriarche insiste sur les relations anciennes et amicales qui lient son pays à l'Afrique. » Alors, quand on sait que, quand on connaît l'histoire, on voit bien évidemment quelle est l'allusion, et qui sont les méchants qui sont allés en Afrique pour coloniser, pour traiter les Africains de manière condescendante. Et voilà que maintenant quelqu'un arrive pour leur parler en frères, si je puis dire. Et le discours patriarcal finit, le patriarcat de Moscou est ouvert à toute initiative pour en servir le bien des populations, l'établissement de la paix, et remercie les chefs d'État africains présents de faciliter les démarches administratives nécessaires pour enregistrer les nouvelles paroisses russes sur leur territoire. Donc garantir la reconnaissance administrative de ces nouvelles paroisses sur place. Alors, cet argument selon lequel la Russie ne s'est jamais comportée comme une puissance coloniale est accompagné également de l'argument que l'Église de Russie œuvre pour la paix et le bien des peuples, et aussi que l'Église de Russie prône, ça c'est très important, parce que ce sont des peuples quand même d'une sensibilité sociale qui diffère un peu du monde nouveau occidental. L'Église de Russie donc prône une société moralement plus traditionnelle et pure, on dit. Et c'est ce qu'on appelle la doctrine sociale que l'Église de Russie a beaucoup promue ces dernières années, c'est-à-dire on est pour des familles traditionnelles avec un père et une mère, on est tout à fait contre ces droits qui sont donnés aux minorités sexuelles, on est contre tous ces nouveaux éléments, si vous voulez, qui sont rentrés dans la vie de l'Occident, qui est toujours taxé de dégradation morale. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on fait un peu le tour et on voit que le patriarcat de Russie a créé en 2021 aussi un exarcat sur place. Donc, ce qui est au début une présence comme ça un peu sporadique, je dirais, devient une présence institutionnelle. Et on nomme à la tête de cet exarcat, donc il faut un exarque, un évêque russe, un métropolite, qui est ami du président et fondateur même du groupe Wagner dont on sait qu'il a été très présent aussi en Afrique. Et pendant les 2 ans que l'action de Wagner continue, et ailleurs, en Afrique et ailleurs continue, cet évêque Léonide reste donc responsable de ça jusqu'au moment où, comme on le sait évidemment, le chef de Wagner a été tué dans un accident d'avion et peu de temps après on destitue l'évêque Léonide pour des faits tout à fait différents, hein, mais ça c'est pas un problème, et maintenant on a nommé quelqu'un d'autre. Donc on voit bien quel est le projet.
Alors, dans cet article, et puis j'ai complété aussi en visitant, alors le patriarcat de Moscou propose un site traduit en plusieurs langues d'ailleurs, ce qui est très bien parce que je ne connais pas le russe, et qui donne justement, comment dire, parle de son action tout à fait bénéfique et bienfaisante en Afrique, avec des photos, avec beaucoup de choses, évidemment, avec une présentation très heureuse des événements qui ont lieu sur place. Et là, on voit d'abord les pays dans lesquels, ils disent eux-mêmes, avoir installé une structure ecclésiale plus ou moins grande, mais qui a vocation de se développer. Alors, le Malawi, Kenya, Cameroun, Niger, Tanzanie, Congo, République démocratique du Congo, Maurice, l'île Maurice, la Tunisie, et on voit bien que, et on sait d'ailleurs que en Afrique occidentale, là où la France a, je pense, dernièrement, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, mais je pense ces dernières années, décennies, a des difficultés de se maintenir, si vous voulez, au plan stratégique. On a un développement, si vous voulez, en même temps que militaire, un développement de la présence russe. Et alors, quelle est la situation? Le métropolite orthodoxe, je dirais canonique, du patriarcat d'Alexandrie, Grégoire du Cameroun, dit, il a été questionné par les gens qui ont fait cet article, sous couvert d'aider les populations africaines, dit Monseigneur Grégorios, en développement des infrastructures humanitaires, des orphelinats, des puits, des dispensaires, des missionnaires russes viennent régulièrement pour identifier nos faiblesses et s'engouffrer dans nos failles. C'est-à-dire qu'évidemment, comme les besoins sont très grands, et que cette offensive est accompagnée d'argent, je dirais de beaucoup d'argent, et on rencontre souvent des gens qui ont été présents de transactions un peu étranges, si vous voulez, avec énormément d'argent qui arrive. Évidemment, on comprend bien quel est le projet. Alors, on recrute comment ces prêtres? On les recrute d'abord en proposant des salaires beaucoup plus importants à des gens, à des prêtres qui sont déjà des prêtres canoniques. Puis on va récupérer aussi des prêtres qui ont été destitués, défroqués pour des raisons autres par le patriarcat d'Alexandrie, ou parfois même des charlatans, si vous voulez, etc. Donc je ne vais pas m'étendre davantage, mais je crois qu'il était question de cartes tout à l'heure. Si on fait de cartes avec la présence militaire russe qui s'étend, qui retrouve peut-être, oui, le projet soviétique. On sait que pendant l'époque soviétique, évidemment, ils étaient très présents. Et peut-être aussi tsariste, parce qu'il faut dire que depuis le 19e siècle, évidemment, l'Église de Russie était très présente en Éthiopie et ailleurs, si vous voulez. On voit bien qu'il y a quand même un projet qui est assez commun et qui doit nous inquiéter beaucoup. Alors celui qui est très inquiété, évidemment, c'est le patriarche d'Alexandrie actuel, le patriarche Théodore II, qui était connu pour sa russophilie, si je puis dire, et qui parle le russe parfaitement, pour avoir aussi servi là-bas, etc. Et qui a dû, d'une part, prendre une décision pour tuer cet évêque russe qui se présente comme l'exarque sur place, et deuxièmement, qui a dû écrire au patriarche de Constantinople récemment pour lui demander de faire quelque chose de manière à ce que toutes les églises interviennent et fassent quelque chose pour que ce mal cesse. Alors, pour terminer sur les conséquences de la guerre en Ukraine, si vous voulez, dans la diaspora, comme je vous ai dit, on a créé une nouvelle église autocéphale, mais il y avait une autre église sur place, et cette église, autre église orthodoxe, deux autres même. Bon, une autre importante qui est liée à Moscou, qui dépend du patriarcat de Moscou. Alors, respectant les lois, je dirais, de l'Église, les canons, le tomos d'autocéphalie, c'est-à-dire l'acte qui accorde l'autocéphalie à l'Église de l'Ukraine, lui accorde un territoire bien défini et ne lui permet pas d'ouvrir des paroisses en dehors de son territoire. Mais il y a des Ukrainiens qui quittent leur pays avec les conditions qu'il y a, et ils arrivent dans des pays d'accueil, de la diaspora très souvent, et la question se pose, où vont-ils aller ? Vu aussi le nationalisme parfois qui est quand même présent et qui veulent aller à un endroit où on parle leur langue, où on va célébrer dans leur langue, etc. Et évidemment, là on voit aussi que cette église qui dépend toujours du patriarcat de Moscou
elles, ouvrent des paroisses. Alors, il y en a déjà en France, mais ailleurs aussi. Et alors là, on se demande si on aurait mieux fait, si vous voulez, de permettre à l'Église autocéphale d'oublier les règles, c'est-à-dire les canons de l'Église, et de faire ça. Bon, l'histoire dit toujours qu'à moyen terme ou à long terme, il faut respecter les canons, comme il faut respecter les lois, comme il faut respecter le droit. Et donc, on finit quand même par avoir raison, même s'il y a quand même des traumatismes qui restent. Mais la question est très clairement posée. Alors, je regrette beaucoup l'absence de Monseigneur Antimos, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, d'abord parce que c'est une personnalité très respectée dans le monde de l'Église, mais aussi parce que je lui reposais la question de savoir, ici même, ou ailleurs en Grèce, sur le territoire grec, où il y a... avec des territoires qui dépendent soit de Constantinople, mais soit du synode d'Athènes, mais où la question de l'autocéphalie, si vous voulez, n'est pas contestée, on n'est pas dans la diaspora, s'ils ont des Ukrainiens qui arrivent orthodoxes, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? S'ils acceptent de faire ce que la tradition de l'Église demande et les canons, c'est-à-dire de créer éventuellement des paroisses, mais qu'ils dépendent de l'évêque du lieu, peu importe sa nationalité, ou s'il y a des cas où... ils restent rattachés à leur église, elle-même rattachée au patriarcat de Moscou. Et vu que, évidemment, non seulement le patriarcat de Constantinople, mais aussi l'église de Grèce ont reconnu cette nouvelle église autocéphale, et normalement, Moscou considère qu'elle n'est plus en communion avec ces églises. Voilà pour un premier tour, et bon, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Alexis. Donc, je pense qu'on voit que cette affaire du patriarcat de Moscou a des implications géopolitiques très importantes. Je pense que c'est une question qui est peu connue en France et en Occident. Et là, on voit bien la convergence entre, si vous voulez, les préoccupations grecques orthodoxes et les préoccupations françaises, parce que c'est en Afrique que nous avons cette double confrontation entre l'Église de Moscou et l'Église de Constantinople, et confrontation entre l'influence russe et l'influence française, puisque les Russes font tout pour combattre la présence historique de la France en Afrique. Mais on va continuer avec Joseph Maïla, et on va peut-être revenir ensuite avec Pascal Lesseur, qui d'ailleurs avait publié un article sur la géopolitique de religion, je pense sur le Moyen-Orient ou le bassin méditerranéen, oui. Et justement, j'avais hésité si je devais le proposer pour ce panel ou le panel dans lequel il a déjà pris la parole. Mais enfin, nous avons tout l'avenir avec nous pour continuer ces débats. Joseph. Alors, bon, il y a donc on écoute Joseph, et donc, parce que Pascal veut faire une remarque illustrée. Vas-y. Merci. Merci beaucoup, Georges. Je sais pas si... Non, parce que ça me paraît rouge. Attends, il faut appuyer le bouton là. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Georges. Merci deux fois. Merci pour cette introduction. Et merci à toi et à Michel de m'avoir invité à nouveau dans ces conférences qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement importantes aussi, avec l'accent qui est mis sur des conclusions pratiques, puisque je retiens la leçon, entre guillemets, la suggestion, pardon, que nous donnait ce matin Michel, de tirer des conclusions pratiques. Et je me retrouve à chaque fois avec plaisir, c'est la deuxième fois, la deuxième, parce qu'il y aura une troisième peut-être, ou alors la seconde pour le moment, de me retrouver avec Alexis pour discuter de cette géopolitique des religions et notamment sa connaissance de l'orthodoxie. Ce qu'il a dit est extrêmement intéressant, en appuyant, en insistant sur un nouveau continent qui s'ouvre à l'action missionnaire orthodoxe, qui n'était pas très connu, hein, jusque-là, très peu, puisque nous avons les Coptes orthodoxes d'Égypte qui constituent véritablement l'assise orthodoxe, avec l'église d'Éthiopie, bien entendu, qui est une église ancestrale, une des premières avec l'église d'Arménie
des populations qui se sont converties massivement au christianisme, et nous parlons des 4e et 5e siècles. Donc c'était un phénomène d'importance. Alors simplement pour ajouter quelque chose à ce que tu as dit, Alexis, il y a 3-4 jours, le Parlement ukrainien a voté la loi d'établissement de cette nouvelle Église orthodoxe, séparée de l'Église de Russie, avec un peu de vigueur, puisqu'il s'agit de savoir quel sera le statut de ces églises qui sont déjà opérationnelles sur le plan, sur le territoire ukrainien. Et deuxièmement, merci d'avoir attiré notre attention sur cette expansion africaine qui est nouvelle, qui est venue dans la vague en quelque sorte wagnérienne. Je ne parle pas de l'auteur musical, enfin du dramaturge et musicien, mais cette vague wagnérienne qui finalement va établir dans la foulée d'une opération, d'une intervention militaire, une espèce de triomphe du religieux. Après, il faudra moduler les propos qui veulent que les missionnaires soient arrivés à la suite des colonisateurs, parce que c'est un peu le cas aujourd'hui, puisque les missionnaires orthodoxes arrivent à la suite de l'intervention de Wagner. Comme quoi la terre est ronde et que l'histoire peut se répéter de temps en temps. Mais c'est absolument incroyable. Alors moi, je le mets en comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, qu'on ne voit pas très bien. C'est que la Turquie est en train d'avancer en pays d'islam de manière extrêmement forte, mais pour imposer un type d'islam qui est proche de celui de la Diyanet, c'est-à-dire du ministère turc qui est un peu centralisé, dans lequel effectivement la Turquie, qui se dit laïque, organise de manière autoritaire l'intervention du religieux dans le politique, puisque les ulémas turcs sont des fonctionnaires de l'État. Je me souviens qu'en tant que directeur de la prospective, j'avais rendu visite à la Turquie et j'étais allé voir le responsable de la Diyanet qui m'a dit, vous savez, nous sommes très forts, le ministère des biens de mémoire, comme on dit, des waqf, et qui s'occupe des questions religieuses, 80 000 fonctionnaires religieux. 80 000. Alors, il faut savoir d'où viennent ces 80 000. Tous les directeurs de mosquées, tous les recteurs de mosquées, comme on dit, sont des fonctionnaires de l'État. Et il me pose la question, en France aussi, et nous sommes laïcs, bien entendu, mais nous avons ce... Et en France, combien vous êtes? Je dis, moi, je ne m'occupe pas directement du culte, mais au ministère de l'Intérieur, le bureau des cultes, c'est une personne assistée d'une secrétaire et d'un assistant. Voilà. 3 personnes. 3 personnes au ministère laïque des cultes en France, au ministère de l'Intérieur.